Bonsoir, bienvenue au jeudi du CNEAP. Les jeudis des CNEAP, c'est une série de webinaires que nous retrouvons tous les jeudis hors vacances scolaires de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur des thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, les sujets les plus variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, pour notre 32e jeudi du CNEAP, un sujet de fond pour les enseignants et les formateurs. Du face-à-face au côte-à-côte, l'accompagnement en situation d'apprentissage. Nous accueillons Marie-Hélène Ricot de l'IFEAP et Damien Blanchard du CNEAP qui vont nous présenter cette recherche-action menée conjointement par l'IFEAP et le CNEAP. Je leur laisse dès à présent la parole et je vous retrouverai à l'issue de la présentation pour un temps de questions-réponses. Bon webinaire! Bonjour à tous. Donc, nous vous proposons avec Damien, effectivement, de vous partager le travail que nous avons pu conjointement conduire. Je vous propose 4 temps plus précis pour vous expliciter ce travail de recherche-action. Un premier temps qui correspond pour vous présenter l'origine, la légitimité de cette recherche-action. Un deuxième temps qui permettra de vous présenter le livrable, c'est-à-dire le matériau qui est à la disposition des acteurs du réseau. Un troisième temps qui nous permettra de préciser comment un enseignant passe d'accompagnateur à accompagnant, c'est-à-dire de quelle manière il se professionnalise. Et puis enfin, un dernier temps pour être au plus près de vos attentes, de vos besoins, de vos préoccupations, et certainement ce qui fera l'objet d'un échange avec vous. En ce qui concerne le premier temps, que l'on a appelé émergence de la recherche-action, il s'agit bien d'explorer la sphère de l'accompagnement, mais dans une situation d'apprentissage. Dit autrement, il ne s'agit pas de l'accompagnement dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, d'un accompagnement éducatif. On est bien dans la dimension professionnelle des enseignants, c'était l'objet même de la recherche-action, mais on peut bien sûr sans problème transférer aux préoccupations des formateurs en situation de formation. Pourquoi on a choisi de conduire cette recherche-action? C'est parce que nous nous sommes très vite aperçus qu'il y avait une absence de documents de référence et par ailleurs qu'il y avait une certaine opacité quant à la définition de l'accompagnement. On peut parler d'accompagnement, on peut utiliser le vocabulaire et le vocable accompagnement sans pour autant parler de la même chose. Donc ça nous a semblé très important de conduire une réflexion, de conduire une exploration, notamment livresque, concernant la définition de l'accompagnement. Et enfin, un troisième élément qui nous paraissait vraiment très important et qui donnait une légitimité à cette recherche-action, c'était cette nécessité d'introduire une posture réflexive quant aux pratiques professionnelles. C'est-à-dire, il y a des pratiques professionnelles, bien évidemment, dans nos établissements. Pour autant, il n'y a pas toujours une réflexivité par rapport à ces pratiques. De cette naissance de souhait de conduire cette recherche-action est née 2 questions essentielles, centrales, qui ont conduit tout au long de notre réflexion, qui ont conduit ce travail. La première, c'est de s'interroger sur ce que sous-tend l'acte d'accompagnement dans un dispositif d'enseignement, de formation, ça serait tout à fait juste. Et puis, la deuxième question, c'est vraiment, est-ce qu'un enseignant peut accompagner sans être formé? Est-ce qu'un enseignant peut se décréter accompagnateur, et on verra ultérieurement accompagnant, sans pour autant être formé aux gestes professionnels? Une précision, ce travail conduit avec Damien Blanchard a été supervisé
par un docteur en sciences de l'éducation, ce qui a forcément éclairé un certain nombre de pratiques, et donc un partenariat, comme M. Poussin l'évoquait, fort entre l'IFEAP et le CNEAP. Deuxième point que je souhaitais vous partager, c'est le livrable, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à votre disposition dans les établissements pour les acteurs, notamment donc de l'enseignement et de la formation. 3 éléments phares de ce livrable. Il y a une exploration conceptuelle que nous vous partageons avec 2 éléments phares présents. Un travail concernant la définition de l'accompagnement, je l'ai évoqué tout à l'heure, et vraiment le cœur de l'exploration conceptuelle, c'est le fait de repérer, d'identifier 3 figures qui viennent justement, qui viennent rejoindre le travail de conception, 3 figures d'un enseignant que l'on appellera accompagnant. Donc ça, c'est une première phase de ce livrable. Deuxième niveau du livrable, c'est bien sûr de rejoindre ce qui se vit au cœur du terrain. Pour ce faire, nous avons conduit des entretiens semi-directifs, 12 entretiens. Ça peut paraître peu, mais ça dit des pratiques professionnelles conduites dans 12 établissements. Des entretiens semi-directifs de 50 minutes qui correspond à une guidance, à un cadrage méthodologique tout à fait cohérent. Ça nous a permis d'appréhender différentes situations d'apprentissage et d'accompagnement en situation d'apprentissage et de repérer les gestes professionnels mis en œuvre dans ces différents établissements appartenant à des enseignants de profil et de disciplines tout à fait complémentaires. Ce travail d'enquête nous a permis de mettre en lumière, de mettre en exergue des tensions qui sont vraiment inhérentes aux pratiques. Alors, des tensions, ce n'est pas de négatif, hein, ça veut simplement dire que ça témoigne en tout cas du fait qu'il n'y a pas globalement suffisamment de professionnalité quant à l'accompagnement. Ce sont plutôt des démarches empiriques intéressantes, intuitives, qui peuvent être tout à fait cohérentes, mais on voit vraiment cette mise en exergue de tension. Après donc cette exploration conceptuelle, de ce regard au cœur du terrain, nous vous proposons une boîte à outils constituée de 8 fiches repères que l'on vous présentera, que je vous présenterai tout à l'heure, qui permet vraiment à l'enseignant ou au formateur de s'armer pour pouvoir proposer un accompagnement de qualité aux élèves ou aux apprenants d'une manière générale. Ce livrable, vous pouvez rentrer dans ce livrable par la porte que vous souhaitez. C'est-à-dire que la lecture n'est pas forcément linéaire. Vous pouvez être plus intéressé au départ pour vous approprier les fiches repères, comprendre ce que l'on a voulu faire en éclairant grâce à l'exploration conceptuelle. Voilà, les 3 éléments de ce livrable sont indépendants tout en étant bien sûr construits dans une réelle cohérence. Ce livrable, vous pouvez le télécharger en allant sur le site de l'IFEAP et il est en ligne depuis septembre dernier. Pour aller un peu plus loin, nous allons aborder ensemble le passage, quelque part, de l'enseignant accompagnateur, donc quelque part en démarche empirique, à l'enseignant accompagnant. Damien, non. Alors, je reviens parmi vous une seconde parce qu'on a un problème technique avec Damien qui n'arrive pas à se connecter. Donc, peut-être, Marie-Hélène, si vous pouvez poursuivre, le temps que Damien se connecte. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'enseignant accompagnateur.
nous avons investi 4 pôles, on pourrait dire, d'où ce schéma que je vous partage. Il y a bien à explorer une dimension qui renvoie à la fonction même de l'enseignant accompagnateur. Il y a à investir ce qui est de l'ordre de la démarche, c'est-à-dire démarche méthodologique, démarche professionnelle. Il y a ce qui se joue dans la relation avec l'élève ou le formé, l'apprenant d'une manière générale. Et bien entendu, lorsque l'on parle de compétences, cela renvoie à la dimension posture professionnelle, pour effectivement comprendre ce qui est de l'ordre, ce qui est vraiment spécifique à l'accompagnement. Vous allez comprendre d'ailleurs sans problème au fil du webinaire le nom que l'on a donné à cette recherche-action qui se nomme du face-à-face, qui renvoie au métier d'enseignant, au côte-à-côte, qui renvoie à la posture d'accompagnant. J'ai évoqué tout à l'heure les 3 figures de l'enseignant accompagnant issues de cette exploration conceptuelle et que l'on retrouve, qui rejoint vraiment certaines réalités de terrain, certaines réalités de professionnels. L'enseignant accompagnant est d'une part un guide, d'autre part, en premier lieu un guide, en second lieu, un accompagnateur, et il est également un compagnon dans le chemin qui va se dessiner pour l'apprenant. Alors, je vous propose, bien sûr, d'investir chacune de ces 3 figures. La figure du guide, donc je vous disais tout à l'heure, on a bien il y a bien la fonction, la relation, la démarche et la posture qui est investie. En tant que guide, l'enseignant identifie et propose des évaluations formatives tout au long du chemin qui est tracé et qui est proposé par ce guide, construction du chemin d'accompagnement pour permettre aux jeunes l'émergence d'un projet personnel et on peut dire professionnel, voire scolaire. Il propose donc une démarche, et là ça renvoie vraiment à sa compétence. Il conduit donc ces évaluations et dès le début de l'accompagnement, il contractualise cette proposition et ce processus de guidance. Cette contractualisation, elle va se vivre dans certains cas, dans un cadre qui va même jusqu'à un cadre dit réglementaire dans certains types d'accompagnement, et c'est une contractualisation aussi morale, d'engagement réciproque, dans une réciprocité avec le jeune. Au niveau de la relation, en tant que guide, l'enseignant va vérifier que ce jeune, cet élève, cet apprenant rentre dans une adhésion, dans un processus d'adhésion, dans ce qui lui est proposé. C'est-à-dire que, dit autrement, l'accompagnant ne pourra pas, l'enseignant, imposer la construction d'un chemin, la contractualisation d'un processus de guidance, s'il n'y a pas compréhension et bien sûr adhésion du jeune. Et enfin, en termes de posture, cet enseignant va être garant d'un cadre, le cadre qui lui est donné, parfois un cadre institutionnel au sens large du terme, et il est garant et il est référent par rapport à cette construction du chemin. Donc, première figure, l'enseignant accompagnateur. Deuxième figure, accompagnateur. Pardon. Donc, guide, accompagnateur, et c'est souvent le terme qu'on utilise au départ, et donc on vous montre la pertinence de ces 3 figures. En termes de fonction et en tant qu'accompagnateur, l'enseignant va permettre l'émergence du projet personnel, scolaire, professionnel du jeune. En ce qui concerne la démarche, il va permettre et provoquer la créativité, puisque chaque projet dans cet accompagnement
aura une certaine forme d'originalité pour tenir compte des particularités, des spécificités du jeune. On est bien dans l'élaboration d'un processus qui est individuel et qui correspond à chaque trajectoire et à chaque élément signifiant du jeune concerné. Dans la relation, l'accompagnateur va tendre vers ce que l'on appelle un rapprochement symétrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un face-à-face, comme en situation d'apprentissage, on va dire classique, il va créer une relation beaucoup plus de côte à côte, donc une certaine symétrie. Alors, on tend vers la symétrie, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une symétrie totale. Quant à la posture, il s'agit bien de respecter l'identité spécifique de chaque acteur, tant du côté du jeune, de l'élève, de l'apprenant, que du côté de l'identité professionnelle de l'enseignant qui va devenir accompagnant. Troisième figure, il devient compagnon. En termes de fonction, cette figure de compagnon, c'est vraiment assurer la montée en compétence de chaque acteur, c'est-à-dire monter en compétence, l'accompagnement va servir à ça, monter en compétence du jeune, mais monter en compétence également, bien sûr, de l'enseignant accompagnant dans ce qu'il va pouvoir investir de ces trois figures. En termes de démarche, en tant que compagnon, l'enseignant va créer les conditions d'émergence du projet du jeune. Et en ce qui concerne la relation, je trouve qu'on le retrouve bien dans ce terme compagnon, il va instaurer, créer, provoquer et être facilitateur pour instaurer une relation dialoguée avec ce jeune. De fait, nous serons dans une posture de côte à côte et l'intérêt, c'est bien d'intégrer une certaine posture réflexive et de former aussi et d'accompagner le jeune à cette réflexivité ça renvoie à la montée en compétence, réflexivité et du coup vraiment une plus-value quant à ce que l'on peut apporter à ce jeune. Alors, bonjour à toutes et à tous, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Petit problème de connexion, mais qu'on connaît tous dans ces temps d'hybridation. J'ai une connexion dans l'établissement qui n'est pas au top et donc je n'arrivais pas à me connecter. Je vous prie de m'excuser et je prie Marie-Hélène de m'excuser pour ce retard. Et je prends un petit peu en cours au niveau de la présentation que Marie-Hélène et moi nous avions préparée. Donc je vais prendre le relais, me remettre un petit peu dans ce qui se passe, sachant que là on est sur une dernière figure au niveau de l'enseignant accompagnant. Donc là, je vais peut-être répéter ce qu'a dit un peu Marie-Hélène, mais ce qui est très important, c'est qu'un enseignant accompagnateur, on va insister sur le terme enseignant. Un enseignant accompagnant, on va insister sur le terme accompagnement. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir en fait revaloriser cette démarche et cette fonction de l'accompagnement qui est quand même pas anodine. Or, parfois, l'accompagnement personnalisé, comme on le voit, peut être une variable d'ajustement dans les établissements, en disant il n'y a que quelques heures de cette discipline, on va peut-être la donner à telle ou telle personne, alors même qu'elle implique derrière des gestes professionnels importants. Et en croisant à la fois le guide, l'accompagnateur et le compagnon, on est vraiment dans cette dimension globale. Et ça, c'est vraiment important. Petite précision qu'on va faire en direct. Marie-Hélène, est-ce qu'au niveau de la slide, tu avais dit l'ensemble des éléments? Oui, puisqu'on arrive à la troisième figure. Et donc, je vais proposer, et tu peux prendre la suite sans problème, on va arriver au quatrième temps. Là, je vous ai présenté, on va dire, le cœur, les éléments phares
les éléments saillants du livrable que vous pourrez récupérer sur le site de l'IFEAP. Le quatrième temps, et qui est très important pour vous, c'est d'être au plus près de vos attentes, de vos besoins, au plus près donc des acteurs en établissement. Et donc c'est la suite de notre diaporama. Je te laisse la parole. Merci Marie-Hélène. Donc c'est vrai qu'au niveau du livrable, on avait donc vraiment voulu faire un entonnoir, mais surtout aussi donner des éléments repères, des fiches repères pour l'ensemble des acteurs. Et donc on a construit aussi ce livrable avec une partie fiches repères, où vous allez retrouver 8 fiches repères qui se présentent toujours de la même façon. Tout d'abord, de quoi parlons-nous? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une entrée identitaire de la fiche repère. On remet le contexte global de la fiche repère. Ensuite, les points d'appui, les fondamentaux en fait que l'on peut retrouver au regard de cette fiche repère. Vous allez avoir les thématiques des fiches repères juste après. Et puis les points d'appui, des points d'intention, pardon. Ça, c'est important aussi de se dire attention, tout geste professionnel implique forcément des éléments d'attention à avoir. Et enfin, concrètement, comment ça s'organise dans un établissement. Alors, on va pas dans cette présentation faire fiche par fiche par fiche par fiche, puisque le but, c'est de pouvoir se les approprier, mais on voudrait vous montrer en fait un peu les éléments qu'on peut retrouver. Alors là, vous avez en fait les 8 fiches, on les voit sur la deuxième colonne du tableau, qui sont en fait cohérentes avec des repères, des items. Tout d'abord, on a une première fiche qui va reprendre le cadre général de l'accompagnement en situation d'apprentissage. Ça, c'est vraiment important de vraiment ancrer l'apprentissage, non pas ancrer l'accompagnement, non pas comme quelque chose qui vient s'ajouter à l'apprentissage, mais comme un geste professionnel. Donc, il y a quelque chose à travailler dessus. Donc ça, c'est important sur cette première fiche. Vous allez pouvoir retrouver ces repères sur la notion d'accompagnement en situation d'apprentissage. Ensuite, vous allez avoir 2 fiches sur les acteurs. Alors, les acteurs qui sont le plus souvent au cœur même de l'apprentissage, de l'accompagnement en situation d'apprentissage. C'est-à-dire, tout d'abord, l'apprenant, qui devient donc de fait un accompagné, et ça c'est important, comme dans une démarche VAE, on va avoir un accompagné, qui est celui qui fait la VAE, et puis on va avoir aussi l'enseignant, et c'est le zoom qu'on a voulu faire, vous voyez, c'est cette fiche numéro 3, c'est l'enseignant accompagnateur qui devient un enseignant accompagnant par le fait de la réflexion à partir des 4 entrées, que sont posture, vous les avez eues tout à l'heure hein, au niveau de la première slide, et puis donc avoir tout ce cheminement pour qu'ils deviennent accompagnants. Ensuite, vous avez le processus d'accompagnement. Donc, dans ce processus d'accompagnement, 2 autres fiches. Tout d'abord, les premiers temps d'accompagnement, c'est-à-dire comment on fait pour entrer en relation qui permet en fait à cette relation de se vivre pleinement et donner tout corps à l'accompagnement qu'on veut proposer aux jeunes et que le jeune nous propose aussi, puisqu'on n'oublie pas qu'on est vraiment dans ce retour, dans cette posture réflexive. Ensuite, une autre fiche dans ce même processus qui est aussi, et ça c'est très 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 compliqué dans un cadre restreint dans lequel on est, c'est comment on arrive à accompagner un apprenant qui devient donc un accompagné, comment on arrive à l'accompagner alors même qu'on est contraint dans le temps et dans l'espace. Et donc on doit à la fois avoir des objectifs qui sont liés véritablement à des obligations, on va le dire comme ça, hein, un cadre, il y a 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine, ou ceci, cela, il faut avoir fini à tel moment. Et de l'autre côté, aller au rythme du jeune. Et ça, c'est vraiment aussi important. Donc, il y a aussi comment on peut accompagner dans cette tension qui est même double, parce qu'on a aussi l'accompagnement individuel qui se vit dans un collectif. Donc, comment en fait on fait tout ça? Et ça, vous allez voir, ça entraîne aussi tout un processus à questionner. Vous avez également une 4e entrée qui est donc l'environnement professionnel. Donc, 3 fiches sur cet environnement professionnel.
La fiche 6 est l'équilibre qu'il faut trouver, et ça fait donc le lien avec ce que je viens de vous évoquer, entre l'individuel et le collectif dans cette dynamique et démarche d'accompagnement. La septième fiche, c'est comment en fait on passe d'une pluralité d'enseignants accompagnants à un collectif dans un projet d'équipe d'accompagnants. Et la dernière fiche, bah, forcément, on y passe, et vous le savez que depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, on est en plein dedans, dans cette hybridation. C'est comment on fait pour accompagner ou passer en tout cas d'un accompagnement présentiel à un accompagnement hybride. Et ça aussi, c'est intéressant de voir comment on peut donner ces éléments-là. Donc ça, c'était en gros, ce sont des aides, des fiches d'aide qui vous sont données, qui vous sont proposées à partir donc de toute la réflexion des entretiens que nous avons conduits avec les enseignants du réseau. Et maintenant, alors, je vais faire la première partie, je laisserai Marie-Hélène compléter. Donc, on vous a exposé dans les très très grandes lignes cette recherche-action, cette réflexion que nous avons eue sur comment placer l'accompagnement dont on parle à foison, mais on ne sait pas exactement quelle contenance il a. Donc, comment on fait en fait pour passer de ce questionnement, de ce livrable, à une prise en main. Donc, nous, on vous propose aussi de pouvoir se questionner à partir de ce livrable ou pas, à partir de vos études, voir un petit peu comment on peut faire, comment en fait se saisir de cet accompagnement dans ses propres gestes professionnels. Il ne faut pas que l'accompagnement soit quelque chose qui se vit au-delà. C'est bien en tant qu'enseignant accompagnant que j'ai vraiment ce geste en moi et cette dynamique-là. La deuxième chose, c'est quels sont mes points d'appui et mes points d'amélioration. Il faut être aussi cohérent. On n'est pas tous les bons accompagnants pour les apprenants, pour les accompagner. On a, puisque c'est une relation, la possibilité aussi de passer le flambeau, parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde, tout le temps. Il y a des temps, il y a des personnes, il y a des moments, donc tout est en situation et en contexte. Donc c'est important de savoir quels sont mes points d'appui, donc comment je peux accompagner, qu'est-ce qui fait de moi un accompagnant, un enseignant accompagnant, et quels sont aussi mes points un petit peu améliorés pour ne pas mettre aussi en défaut cet acte d'accompagnement. Et puis, dernier point, c'est quelles sont les personnes ressources autour de moi. Et ça, c'est extrêmement important parce que, vous l'avez vu par exemple, je vais faire une analogie en direct, mais j'ai eu une difficulté à me connecter là, ben forcément derrière, on m'a accompagné. Et vous ne l'avez pas vu vous, mais j'ai été bien accompagné, même si ça a mis du temps. Et je remercie Marie-Hélène encore une fois qui était en direct pour avoir pris le relais sur certaines diapositives. Donc voilà, donc c'est important de savoir aussi avec qui on travaille sur l'acte d'accompagnement et comment en fait on arrive à structurer l'accompagnement dans une démarche collective, collaborative, coopérative. Marie-Hélène, si tu veux compléter sur la diapo. Je pense que tu as dit l'essentiel. Vous voyez déjà que dans cette diapositive, on vous propose de faire une entrée qui va être, je vais juste faire le lien après avec ce que tu vas dire, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience dans les réalités d'établissement que déjà chacun peut s'interroger, peut être intéressé, motivé, etc. pour se lancer dans quelque chose de plus professionnalisant concernant l'accompagnement. Ça appartient à chacun, sans culpabiliser, hein, c'est absolument pas le cas. Et puis, Damien va aborder d'un point de vue plus collectif, plus d'équipe, dans le cadre d'un projet, notamment pédagogique, hein, quel questionnement on pourrait conduire. Et c'est intéressant d'avoir cette articulation entre les deux, parce que ça implique que, de toute façon, à minima, on est obligé chacun de s'interroger, puisqu'il y a au moins la première strate du questionnement personnel. Voilà, je laisse Damien poursuivre. C'est ça, c'est exactement ça. On a vraiment en fait, l'accompagnement, on l'emploie assez facilement dans la vie, en disant j'accompagne, on m'accompagne. Mais derrière, c'est toute une machinerie. C'est à la fois des gestes professionnels, individuels,
qui doivent se vivre en collectif et dans des collectifs. Et donc forcément derrière, et c'est pour ça d'ailleurs que notre entrée en parlant de situation d'apprentissage montre bien déjà qu'on a ancré l'accompagnement dans une spécificité qui est celui de l'enseignement. Et alors qu'on aurait pu prendre n'importe quelle autre entrée. Donc c'est vraiment important de se dire que tout ce qui se vit en accompagnement a une répercussion sur à la fois l'accompagné, l'acteur premier, sur l'accompagnant lui-même, mais également sur l'institution autour. Donc c'est important aussi d'avoir toute cette imbrication en fait. Et donc maintenant on va voir un petit peu vos questionnements, vos interrogations, vos retours, si vous en avez. Merci beaucoup pour la clarté, Marie-Hélène et Damien, de l'exposé. Je pense que les schémas étaient explicites et vos commentaires indispensables à leur explicitation supplémentaire. Alors, il y a quand même quelques questions, donc je les pose. Il y en a une première qui est posée par Isabelle. Je vais essayer de la traduire et si ça n'est pas le cas, merci de préciser dans le chat la question. La question, c'est il me semble qu'on a beaucoup parlé du binôme enseignant et apprenant. Et la question porte en fait sur les rapports avec les entreprises ou les institutions qui prennent en charge les élèves. Donc, on introduit un tiers-membre en quelque sorte au couple enseignant-apprenant. Qu'en est-il? Alors, je prends la main. Alors, on ajoute cette personne-là, ce tiers-là, oui et non. Parce que le maître de stage, le tuteur en entreprise, quand il intervient auprès du jeune, il intervient dans un acte d'apprentissage et donc il est bien un accompagnant. Alors peut-être pas enseignant accompagnant, mais il sera maître de stage accompagnant, il sera tuteur accompagnant. Donc il peut transposer ce qui est fait au niveau de ce qui est dit, en tout cas au niveau de l'accompagnement, à sa place. Ce qui va l'aider, et ça on rejoint une des questions, ce sont les personnes ressources qui vont l'aider à. Les personnes ressources, ce sont bien les personnes qui sont en charge de faire le lien entre le jeune, qui est donc en apprentissage dans les murs de l'établissement, et qui fait donc le lien avec l'entreprise. Donc forcément, c'est la même personne, qu'il soit enseignant parce que contractuellement c'est un enseignant, ou qu'il soit enseignant parce que dans sa mission qui lui est confiée, il est enseignant à ce moment-là, ou formateur, on est dans ce monde-là qui est en fait, il accompagne dans une situation d'apprentissage. Donc en fait, c'est, pour moi en tout cas, je laisserai Marie-Hélène agir, pour moi c'est la même personne, simplement transposée dans un monde professionnel, et on va l'aider dans ce collectif. Oui, je suis tout à fait d'accord sur cette explicitation-là de Damien, c'est-à-dire qu'il est acteur aussi dans un processus de formation. Si c'est bien de cette manière-là qu'il se positionne dans l'alternance fonction-formation, par exemple, enfin formation en entreprise, pardon, et formation dans un établissement. Et donc, effectivement, il peut tout à fait s'approprier ce que l'on vous propose de partager. Bien sûr, oui. Alors, j'espère qu'on a bien traduit, mais je vois qu'Isabelle est en train de répondre. Voilà, c'est tout à fait ma question. Donc, je pense qu'on n'était pas trop loin quand même. Merci. Une deuxième question, on a parlé dans les slides au début d'un livrable. Y a-t-il une suite à ce livrable? Et quelle est-elle? Alors, ce que l'on travaille, je me permets de répondre puisque je pense que ça s'adresse plus particulièrement à l'Institut de formation, à l'IFEAP. La suite, c'est vraiment de proposer effectivement des formations pour davantage, bien sûr, s'approprier ce qui est partagé dans le livrable et pour former, puisque si vous vous souvenez là, des deux questions que porte cette recherche-action, c'était notamment est-ce qu'un enseignant peut accompagner sans être formé? Je pense que vous avez compris la démonstration que non. Et donc, l'IFEAP vous proposera, plutôt pour être clair, de 2022-2023, en tout cas j'y travaille actuellement, il y aura une offre bien sûr pour effectivement monter en compétence sur l'accompagnement.
à destination des enseignants, mais plus largement, bien évidemment, aux acteurs de la formation. Je le précise parce que la recherche-action, j'espère que j'ai été claire au début, le périmètre de la recherche-action, il doit y avoir un périmètre, c'est bien les élèves, les enseignants. Bien évidemment, c'est transférable à des accompagnements qui se jouent dans d'autres environnements professionnels. Donc oui, il y a une suite. Et pour ajouter par rapport à ce que dit Marie-Hélène, il y a aussi des suites qui se jouent au sein du collectif en soi. C'est-à-dire que justement, il y a aussi cette possibilité de travailler sur, par exemple, une progression dans l'accompagnement pédagogique permet de savoir quelle personne, dans l'accompagnement personnalisé, permet de savoir quelle personne on peut mettre au regard des compétences de chacun face en fait aux objectifs visés. Et donc, de fait, on va réussir à mettre en place le bon acteur de l'accompagnement au bon moment par rapport à l'objectif de travail dans situation d'apprentissage. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux. Et puis, en complément de mes propos, hein, mais pas des tiens, bien sûr, on peut tout à fait, l'IFEAP, venir dans l'établissement, former l'équipe, si on est sur un projet collectif, hein, former un collectif au regard d'un projet, pédagogique, un projet d'accompagnement fort qui va donner une identité au projet pédagogique de tel ou tel établissement. Bien sûr, on peut avoir cette modalité comme on le fait sur d'autres thèmes, bien évidemment. Alors ça tombe bien parce que dans le chat, il y avait une remarque d'Isabelle qui consistait à dire qu'il serait bien qu'il y ait des formations en présentiel. Donc si vous venez dans l'établissement, j'imagine qu'il peut y avoir un contact en fait plus privilégié qui va favoriser cette prise de responsabilité. Oui, il y a une question, pardon. il y a une question qui me semble assez intéressante aussi sur la question sur les maîtres d'apprentissage. On a parlé en fait des formations liées aux enseignants, on peut bien le comprendre dans la thématique de ce soir, mais peut-on envisager des sessions de formation à proposer aux maîtres d'apprentissage? Oui, enfin, moi je ne me vois pas répondre non. Je veux dire, s'il y a un besoin, s'il y a une demande, non, mais je veux dire, bien sûr, on peut le décliner. Vous voyez, spontanément, j'ai pas parlé dans un premier temps des actions de formation en équipe, en intra, mais on peut le décliner sans problème et ouvrir, ouvrir les publics, ouvrir on va dire les champs et les situations professionnelles qui prennent appui sur l'accompagnement. Alors du coup, je vous partage ça. Quand on a démarré avec Damien sur cette recherche-action, étant à l'origine accompagnateur VAE, c'est vraiment ce qui est venu aussi. Vous voyez, on pourrait le faire aussi dans le cadre d'une formation où on propose de l'accompagnement VAE. Voilà, ça peut se décliner, bien évidemment. Voilà, c'est deux choses différentes. Le périmètre, dans le cadre de la recherche-action en tant que telle, qui était bien situation d'apprentissage, élèves, etc., même réseau CNEAP, mais bien évidemment, ça peut se décliner et c'est transférable à une multitude d'acteurs et de situations professionnelles. Alors, si j'ai bien compris, on peut se perfectionner dans l'accompagnement. On peut se former et après se perfectionner, oui. Tout à fait. Oui. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qui est ressorti des échanges avec les collègues du CNEAP, les enseignants. C'est vraiment, on pense que parfois, on sait accompagner ou on ne sait pas accompagner. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'on a plus ou moins de dispositions d'entrée à l'accompagnement, mais derrière, l'accompagnement est vraiment un geste professionnel, d'autant plus important que, par exemple, on dit accompagner au changement. Donc, l'accompagnement au changement, c'est vraiment quelque chose d'important. Accompagner quelqu'un à changer, ça ne veut pas dire qu'on va le changer, on va le changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il change. Ça veut dire simplement, on va permettre de baliser cette route, et baliser une route, c'est pas si évident. Et donc, les personnes qui disent moi je ne sais pas accompagner, ou les personnes qui disent moi je sais bien accompagner, ce sont deux choses différentes, mais ça rentre en situation et en contexte. On peut ne pas forcément bien accompagner certains, ou à certains moments, ou sur certaines choses. Par contre, on est un bon accompagnateur sur d'autres points. Et là, on est accompagnant. Donc, forcément, derrière, c'est vraiment se dire, l'accompagnement, c'est pas on l'a ou on ne l'a pas. C'est une compétence. Et comme toute compétence,
elle peut être travaillée, on peut se former, la travailler et se perfectionner. Est-ce que vous avez constaté dans la recherche-action qu'il pouvait y avoir des réticences de la part de certains jeunes à être accompagnés? Ou est-ce que la question ne se pose pas? Si, je crois que la question se pose effectivement du moment de la personne et de l'accompagnant que je vais avoir. Hein, c'est, je pense, ce qu'évoquait Damien, c'est-à-dire qu'on peut être un bon accompagnant à ce moment-là avec cette personne-là et accepter aussi, ça renvoie à ces questions. Hein, enfin, alors là, je trouve que c'est la dimension réflexive qui était particulièrement intéressante et de se dire, avec cette personne-là, ma responsabilité professionnelle, c'est justement de dire, non, je ne l'accompagnerai pas et je vais trouver un autre accompagnant. Et c'est de la responsabilité. Alors, on voit bien que du coup, ça bouge les lignes aussi en termes de cadre et de cadre éthique. Par ailleurs, là, en complément, c'est de dire que je suis un bon accompagnant, je suis un mauvais accompagnant. En général, c'est le regard du résultat. Parce que dans la culture de l'enseignant, du formateur, et c'est normal, hein, c'est de se dire, bon, bah, c'est le taux de réussite, etc. Ce que va vous apporter également ce livrable, c'est de comprendre, c'est un vrai travail, hein, et je pense que c'est venu nous rejoindre l'un et l'autre aussi dans ce que l'on peut faire en tant qu'accompagnant aussi, hein, dans nos missions respectives, c'est de se dire, bah non, là, le résultat à l'issue n'est pas à la hauteur de ce que j'avais espéré. Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de la responsabilité de l'autre aussi? Et donc, ce n'est pas le résultat coûte que coûte. Néanmoins, c'est un élément fort de motivation et d'ancrage dans l'accompagnement. Alors, on voit que ces équilibres-là sont très, très fragiles. C'est pour ça que c'est une posture qui est inconfortable et c'est accepté, vous le verrez dans les fiches repères, c'est accepter aussi et de rentrer dans cet inconfort qui fait partie de l'accompagnement. Mais c'est vrai par rapport à ce que dit aussi Marie-Hélène pour compléter le propos, c'est qu'on est souvent confronté aussi à ce qu'on va analyser, évaluer en fait. Un enseignant va souvent analyser, grâce à tout le travail qu'il a fait, le résultat de ce qu'il a fait. Et donc, après, ça permet de faire des évaluations adaptées, etc. L'accompagnant, lui, ce qu'il va regarder, c'est plutôt le processus en lui-même. Et c'est sur ça qu'il va axer en fait son attention. Bien sûr que le résultat, on espère qu'il soit à la hauteur, mais accompagner quelqu'un, c'est le quelqu'un qui est vraiment auteur de tout ce qu'on donne. Du côté enseignant, pour le moment, on est plus du côté acteur du jeune, et ce qui est formidable. Donc forcément, on a ce décalage-là. Or, comme on est sur enseignant-accompagnant, ça vient se confronter. Et cette confrontation fait qu'on doit regarder le résultat d'un côté et on doit regarder le process de l'autre. Et donc, c'est ça qui vient perturber parfois aussi l'équilibre qu'on doit retrouver. Oui, alors ça confirme une remarque, davantage qu'une question dans le chat, qui est de dire qu'il faut s'adapter à la personnalité du jeune dans l'accompagnement. C'est ce que vous dites, c'est une singularité d'un couple, cette histoire-là. Et il y a une dernière question, au regard du temps, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Existe-t-il des documents d'auto-évaluation pour les accompagnateurs? Comment l'accompagnateur s'auto-évalue-t-il? Ou n'a-t-il pas à le faire? Alors, les outils d'auto-évaluation, ça va dépendre en fait, je pense, de l'accompagnement en tant que tel. Alors, je prends l'exemple d'accompagnateur VAE, qu'on devrait donc appeler normalement accompagnant VAE. Je milite là-dessus. Un accompagnant VAE, s'il veut vraiment faire des documents d'auto-évaluation, il va les faire au regard de l'identification des compétences qu'il a et de l'accompagnement qu'il doit mener. Donc, ce sont des documents qu'il va lui-même, en fait, structurer. Par contre, des documents d'auto-évaluation pour les accompagnants, ils sont, je pense, libres à chacun. Enfin, moi, j'en connais pas forcément qui ne sont pas les miens. Mais je pense qu'il faut aussi regarder à ce qu'ils soient partagés dans un collectif. Parce que c'est à la fois mes outils dans ma conduite d'accompagnement, mais dans un collectif. L'élève lambda, l'apprenant lambda, que je suis de 8h à 9h le lundi matin, il est suivi et accompagné par d'autres sur le reste de la semaine. Donc, ici,
de critères où chacun, enfin moi, comment je perçois la question, et voilà ma réponse. Merci, merci beaucoup Damien pour la réponse qui est la vôtre, on l'a bien entendu. Merci Marie-Hélène, merci Damien pour ce webinaire, on va pouvoir le clore là et vous donner rendez-vous pour les webinaires suivants puisque vous avez compris qu'il s'agissait aujourd'hui du 32e qui sera suivi donc d'un 33e le jeudi 9 décembre sur les internats du CNAP, valorisons ensemble notre spécificité éducative, d'un 34e le 6 janvier, tout comprendre au CPF, du CPF, et un 35e le jeudi 13 janvier, rénovation du bac pro SAPAT, deuxième partie, acte 2. Il y en aura d'autres en fait à suivre qu'on vous annoncera dans les prochains webinaires. Une très belle soirée à chacun d'entre vous. Au revoir.